Les sociétés coloniales à l'âge des empires. Afrique, Antilles, Asie, années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Partie 2, chapitre 3. Race et culture d'entreprise, travaillé chez Denise Frères dans la Cochinchine des années 1930, par Delphine Boissary. L'emploi du terme race pour désigner les communautés humaines dérive d'une conception en principe biologique et génétique des différences observées entre les hommes. Cette assertion, qui domine le discours colonial dans la définition de l'autre, est à la source d'un ordre selon lequel la race européenne ou occidentale ou blanche serait supérieure et par là même désignée pour apporter le progrès aux races dites inférieures. La mission civilisatrice, entre guillemets, évoquée par Jules Ferry en 1886, trouve ainsi un écho dans le poème de Rudyard Kipling sur le fardeau de l'homme blanc, entre guillemets, en 1899, justifiant la hiérarchie entre les hommes, l'exemplarité des uns par rapport aux autres et l'impérialisme colonial européen, d'un point de vue social. Depuis lors, les anthropologues ont souligné l'aspect construit et non donné des distinctions humaines, invalidant le concept de race au profit de celui de culture. Lévi-Strauss dans Race et Histoire, Race et Culture de 1971. La culture impliquant la possibilité d'une intégration par l'assimilation de valeurs, normes, institutions et instruments. Cependant, à l'époque coloniale, les divisions au sein de l'espèce humaine sont perçues comme naturelles, entre guillemets, et non pas issues de facteurs historiques, sociaux ou culturels. L'assimilation de la culture européenne n'est alors pas considérée comme suffisante pour prétendre échapper aux déterminants supposés de la race et cantonne ceux que l'on nomme les indigènes au statut d'apprenants et à celui de sujet. Aussi, l'utilisation plus récente, à partir des années 1980-1990, du concept de culture au sein des entreprises, de culture d'entreprise, de management interculturel, comme élément de performance, pose a posteriori la question du métissage des pratiques pour l'époque coloniale. Prenons ici le cas de Denise Frères, maison de commerce française fondée en 1862 à Saigon, en Cochinchine, soit au point de départ de la colonisation de la péninsule indochinoise. Cette maison de négoce est, dans l'entre-deux-guerres, considérée comme une des affaires les plus prospères de la colonie, fondant son dynamisme sur la maîtrise des circuits commerciaux, du riz, du maïs et des poivres indochinois, qu'elle exporte vers l'Asie ou vers l'Europe, et sur la promotion dans la colonie de produits divers qu'elle importe, comme les cotonnades indiennes, les alcools et articles européens, les matériaux de construction, etc. Vers 1939, Denise Frères d'Indochine, hors filiale, emploie environ 400 personnes dont 50 Européens. Au sein de la société coloniale indochinoise, les négociants et employés de commerce français, chez Denise Frères, ou bien dans d'autres entreprises européennes, comme Alatini, Optorg, Descours et Cabot, se considèrent comme les représentants de la plus grande France, entre guillemets, au même titre que les autres colons français, à savoir militaires, religieux, personnels administratifs, planteurs, enseignants, etc. Comment cette mentalité coloniale s'exprime-t-elle dans les relations entre salariés, dans la gestion du personnel? Nous observerons d'abord l'organisation de la maison Denise Frères pour mieux comprendre comment la notion de race est interprétée et traduite dans la hiérarchie interne, du point de vue des postes et de la politique salariale. Ensuite, nous tenterons d'appréhender l'atmosphère des bureaux et nous nous demanderons si l'esprit maison, entre guillemets, compris ici comme un embryon de la culture d'entreprise, renforce les clivages induits par la mentalité coloniale, ou si au contraire, il permet, par la création d'une identité commune, d'une identification aux performances de l'entreprise, un dépassement de la notion de race et la création d'un groupe homogène dans lequel la reconnaissance des compétences professionnelles mises au service du groupe primerait. Grand 1, race et segmentation organisationnelle. Grand A, le bassin d'emploi de Denise Frères en Cochinchine. Une mosaïque. Il s'agit d'une simplification lorsqu'on parle du rapport entre colons et colonisés, car en réalité la société coloniale, du moins à Saigon, offre une complexité plus profonde et donne à voir une mosaïque de groupes d'origine très diverses. La communauté européenne, dans les débuts de la colonisation de l'Indochine, compte ainsi des Français, des Allemands, des Norvégiens, des Britanniques, des Espagnols, etc. et présente dans le même temps des disparités professionnelles et sociales. Autant de facteurs qui ne font pas des colons un ensemble homogène. De la même manière, les colonisés indochinois recouvrent des communautés aussi différentes que les peuples montagnards de l'intérieur de la péninsule, Radé, Sedang, Jarai, Hmong, Nung, Thai, etc., les Khmers, les Lao, les Vietnamiens, les Tonkinois, Annamites et Cochinchinois, ceux appelés Tonkinois, Annamites et Indochinois.
auxquels s'ajoutent des communautés plus ou moins anciennes de Chinois, d'Indiens, qui comportent eux-mêmes des sous-groupes régionaux, dialectaux et religieux distincts. Saigon est ainsi une cité très cosmopolite, et une promenade dans la rue Katina, cœur économique de la ville, où est aussi le siège social de Denis Frères, montre, citation d'époque, qu'il y a des gens de tous les pays, européens, français surtout, coudoyant l'indigène avec une insolence bienveillante de conquérants, et français en robe de soie, asiatiques de toute l'Asie, chinois du nord, grands, glabres et vêtus de soie bleue, chinois du sud, petits, jaunes et vifs, malabars, rapaces et câlins, siamois, cambodgiens, moïs, laotiens, tonkinois, anamides, enfin, etc. Fin de citation. Claude Farrer, Les Civilisés, 1905. Le romancier attribue ici des caractéristiques morales et physiques à chaque groupe, et ceux-ci ne paraissent pas destinés à se mélanger, semblant vivre en se coudoyant entre guillemets, selon des trajectoires parallèles mais non croisées. De la même manière, ce cosmopolite se retrouve dans les effectifs de Denis Frères à Saigon, qui tire ainsi parti de son bassin d'emploi, avec une minorité d'Européens et près de 85% d'Asiatiques, Indiens, Chinois, Vietnamiens principalement. Le recensement de la population indo-chinoise en 1921 compte d'ailleurs environ 25 000 Européens pour près de 20 millions d'habitants, essentiellement situés dans les grands centres urbains. Hanoï et Haiphong au Tonkin, Saigon, Cholon en Cochinchine. L'implantation des agences de Denis Frères traduit des déséquilibres de cette répartition, qui obéit aussi à des contingences économiques. Le siège historique de la maison est à Saigon, et son activité jusqu'en 1922 repose sur ses réseaux cochinchinois et ses agences tonkinoises d'Haiphong et Hanoï. Dans les années 1930, la maison est également présente à Annam, au Cambodge et au Laos, mais le cœur des affaires et le gros des effectifs demeurent concentrés aux deux extrémités de la péninsule, et surtout à Saigon. L'entreprise fait alors figure de fenêtre pertinente pour étudier des relations professionnelles au prisme colonial, offrant le visage d'une Indochine en miniature, d'un point de vue social, tout comme elle reflète ce qu'est l'Indochine utile, d'un point de vue commercial. Grand B, personnel européen et asiatique, le millefeuille. En 1932, Alphonse Denis, chef de la maison, écrit un article de conseil aux éventuels candidats à la carrière commerciale en Indochine pour le journal de l'École des Roches, qui forme, entre autres, la future élite coloniale. Il décrit le poste qui, entre guillemets, sera toujours, même en débutant, un poste de chef. Toute la petite besogne étant faite par des indigènes. La question de caractère, d'autorité morale, de prestige se pose donc dès l'arrivée à la colonie. Fin de citation. Mais il ajoute aussitôt: la plupart des jeunes gens partant aux colonies ne sont pas préparés à cette grave responsabilité qu'entraîne le rôle du chef, responsabilité d'ordre à la fois patriotique et social. Pis encore, la plupart d'entre eux ont des idées déplorablement fausses sur la façon de se tenir. Fin de citation. L'autorité morale n'est donc pas perçue comme allant de soi chez les futurs candidats. Elle est une grave responsabilité, que l'on pourrait relier à la, entre guillemets, mission civilisatrice, ici conçue comme devoir. L'employé européen, pour Denis Frères, ne doit jamais perdre de vue la finalité et la justification de sa présence dans la colonie. Sa, entre guillemets, façon de se tenir doit traduire sa capacité à civiliser, par l'exemple, et à correspondre à l'homme blanc idéal promu par le discours colonial. La direction n'attend donc pas d'un candidat qu'il soit seulement français, européen, mais qu'il soit capable de devenir colonial, c'est-à-dire capable d'assumer un rôle de modèle sur la scène indo-chinoise. Cette vision implique que les Européens, une vingtaine au siège saigonais, pour une centaine d'employés au total, détiennent en effet l'autorité et tous les postes de direction de l'entreprise. Comme ils sont peu nombreux, les remplacements pour raisons de santé ou pour les congés posent problème et induisent des blocages dans la mobilité interne, dans le brassage des compétences. Par exemple, lorsqu'un chef de service européen demande à être muté en 1927, son auxiliaire, M. Adiseham, français de l'Inde, chrétien, n'est pas admis à le remplacer car, en raison de sa race, il n'a pas l'autorité morale suffisante, on cite, et la mutation de l'Européen est refusée. L'autorité morale est ici perçue et représentée comme une qualité inhérente à la race européenne, qualité qui la distingue et qui ne se transmettrait pas. Dans les archives de la maison, les tableaux du personnel proposent une classification par origine et non pas par compétence. La catégorie des Européens et assimilés désigne notamment les employés métis, ne bénéficiant pas du même statut que les Européens, tout court. Le plus évident est la différence de contrat, métropolitain pour les Européens, contrat local pour les assimilés.
Mais la différence de traitement dans la colonie est plus profonde, puisque les Eurasiens se trouvent rejetés à la fois par les indigènes et par les Européens, et éprouvent beaucoup de difficultés à trouver une place dans la société coloniale. Emmanuel Saada, 2007 pour la source. Ce qui montre ainsi que le problème des métis motive l'introduction de l'idée de race dans l'attribution de la citoyenneté française. Dès les années 1920, cette politique censée permettre la reconnaissance des métis comme citoyens français, sur la base d'un lien établi entre sang et nationalité, perturbe la définition même du terme nation, tel qu'établi par Ernest Renan, c'est-à-dire sur la base du désir de vivre ensemble, et non pas sur une base raciale. Quel que soit leur statut juridique, ils conservent l'épithète d'assimilés dans la hiérarchie interne de la maison. En outre, les Asiatiques, chez Denis Frères, peuvent être autant des Vietnamiens que des Cambodgiens, des Chinois ou encore des Indiens. Néanmoins, à chacune de ces communautés correspond une fonction bien définie dans la maison. Ainsi, aux Indiens, au nombre d'une dizaine, sont dévolues la surveillance et la sécurité des bureaux, étant donné qu'ils présentent le double avantage d'être à la fois bon marché et étrangers à la colonie. D'après la direction, les Indiens sont moins tentés que les autres communautés de communiquer des renseignements à la concurrence, car il n'existe entre eux et les indigènes aucune solidarité culturelle. On les considère comme loyaux. Les archives ne précisent pas s'il s'agit de Pondichéриens, originaires des comptoirs français de l'Inde, ou de Malabar, ressortissants de l'Inde anglaise. Néanmoins, d'après un article de Nasir Abdul Karim, note introductive dans le cadre de la réimpression de l'article de G. Vidi, appelé La communauté indienne en Indochine, en ligne sur le site l'AEFEK de 2003, les musulmans du nord de l'Inde, d'origine patane, ou les Sikhs du Pendjab sont souvent employés en Cochinchine dans des activités de gardiennage. D'une manière générale, assez peu d'Indiens vivent dans la colonie, 4000 en 1921, 6000 en 1931, et la plupart d'entre eux pratiquent le commerce et le prêt à intérêt. Les Chinois, 2 ou 3 pour l'agence de Saigon, ont le statut très particulier de comprador, soit un rôle d'intermédiaire entre négociants européens et fournisseurs ou clients indigènes. Avant même l'arrivée des Européens dans la péninsule, les Chinois dominent les échanges commerciaux et l'important négoce du riz cochin-chinois, car pour les Vietnamiens, le commerce n'est pas vu comme une activité noble. L'empereur pouvant aller jusqu'à interdire la pratique du négoce à ces sujets. Le terme même de comprador, hérité vraisemblablement des premiers commerçants portugais de Macao ou des Espagnols des Philippines, signifie acheteur. Chaque grande maison de commerce a les siens, car leur rôle est essentiel dans la réussite des affaires. Dans la colonie, les compradores sont considérés comme des notables, maîtres du commerce intérieur et seuls capables, par leur organisation tentaculaire, de drainer les produits locaux et de placer les produits importés. Leurs réseaux d'affaires sont avant tout familiaux, car ils comptent pour leurs achats sur les cousins de Canto, les frères de Vinlong, mobilisant toute une parentèle souvent élargie sur plusieurs degrés. Un comprador est en général spécialisé dans un domaine, que ce soit l'import, l'export ou bien l'industrie. Les banques possèdent les leurs, qui les assurent de la solvabilité des membres de la communauté chinoise. Le comprador ne se borne d'ailleurs pas à son statut d'agent appointé, et prend de nombreuses affaires à son compte, ou pour le compte de ses amis, devenant à son tour un négociant, commerçant et agent à la fois. En 1886, le réseau des compradors de Denis Frères s'appuie sur les Chinois de Singapour, que l'on retrouve avec les compradores des maisons de commerce allemands, dans le cercle des compradors chinois du commerce à Saigon. Ceux-ci, sujets anglais, savent créer le compromis entre la mentalité asiatique et européenne dans les échanges, garantissant ainsi la continuité et prévenant les ruptures. En 1921, 293 000 Chinois, environ, vivent en Indochine et se répartissent en congrégations, selon leur région d'origine, Fujian, Guangdong, Hainan, etc. En Cochinchine, on les trouve surtout à Cholon, ville chinoise accolée à Saigon, dédiée au commerce. Cholon signifiant en vietnamien « grand marché ». La majorité des employés de Denis Frères sont cependant des indigènes, couramment nommés anamites, et occupent les postes secondaires. Ceux qui maîtrisent le mieux la langue française sont employés dans les bureaux, à des postes de dactylographes, comptables, caissiers, secrétaires, téléphonistes. Pour le reste du personnel indigène, plusieurs dizaines de coolies, terme qui correspond aux emplois sans qualification, sont chargés des livraisons, des chargements, répartitions diverses et de la logistique en général. Ces derniers sont souvent des journaliers, pas exclusivement vietnamiens, car on peut y trouver des Cambodgiens, des Chinois, etc.
Le personnel de la firme semble donc globalement hiérarchisé et organisé selon des principes raciaux, qui supposeraient des compétences professionnelles distinctes et non transmissibles. Il paraît ainsi impossible de trouver un Vietnamien à un poste de surveillance des bureaux, un Chinois dactylographe, un Cambodgien directeur d'agence, un Européen comprador. Il s'agit d'une organisation segmentée, dans laquelle les communautés apparaissent juxtaposées, avec des perspectives d'évolution parallèles, mais non croisées, comparables aux couches d'un millefeuille. Cependant, cette organisation ne découle pas uniquement des présupposés liés au discours colonial, car dans la colonie, le recrutement des compétences dépend d'un bassin d'emploi étroit. Les formations universitaires et professionnelles proposées en Indochine restent de qualité moindre, ce qui conduit les entreprises à préférer les candidats qui ont suivi des études en Europe, donc, généralement, tout au moins dans les dernières décades du XIXe siècle, les Européens, pour assumer les postes à responsabilité. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'intérêt porté par Alphonse de Nice aux jeunes gens de l'école des Roches. Dans le même temps, il y a bien des Indochinois qui se rendent en France pour étudier, surtout à partir des années 1920. Seulement, trop rares sont les sources mentionnant leurs proportions et permettant de savoir si ceux-ci se sont tournés vers des études commerciales. Par ailleurs, si cela pouvait être le cas, nous ignorons quelle attitude Denis Frère a adoptée vis-à-vis d'éventuelles candidatures, du moins pendant les années 1930. Dans les années 1940, la société commerciale consent, soit par choix politique, au regard des changements intervenus dans la colonie, soit par choix stratégique, étant donné la difficulté toujours prégnante de recruter des Européens, de confier quelques postes à responsabilité à des indigènes ou à des métis. Bernard Van Vie, HEC, débute alors une belle carrière dans la maison et au Cambodge. Denis Frère désigne pour la première fois un fondé de pouvoir non européen en 1949, le Sino-Khmer Ang Kim Koan, 1910 à 1978 on suppose pour sa date de mort, négociant originaire de Siem Reap, qui avait fait fortune dans la vente du paddy et en montant une entreprise d'autocar. Membre du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l'Indochine et président de l'Association des exportateurs de riz, cet homme très puissant était aussi un proche du palais royal et joua un rôle politique lors du régime sihanoukien de Sangkum. En dépit d'une telle expérience de capacité, ces promotions demeurent cependant des exceptions. D'autre part, pour le métier de comprador, la fermeture de la profession aux communautés, autres que chinoises, n'est pas ici une résultante de la situation coloniale, mais des particularités dans les pratiques commerciales de la Cochinchine que les Chinois ont su préserver lors de l'arrivée des Français, se rendant ainsi incontournables dans les échanges. L'organisation du personnel ne dépend donc pas uniquement d'une application stricte des principes de l'idéologie coloniale. Grand C, prisme colonial et trajectoire sociale dans l'entreprise. Salaire mensuel du personnel en Cochinchine, juin 1931, archives privées de Denis Frère. Nous avons 5 colonnes avec le personnel européen, direction à 1000 à 1250 $, les cadres de 200 à 600. Le personnel indigène qualifié, comptable de 65 à 235 $, caissier de 115 à 265, secrétaire de 25 à 125, téléphoniste 65. Puis les coulisses, les caïs 20 à 27 $, les cyclistes / coulis pousse-pousse 20 à 30 $, les hommes 16 à 18 $, les conguets, soit les femmes, de 9 à 17 $. Pour les Indiens, la fonction de gardien 45 $. Ensuite, les compradors chinois, base de rémunération entre 100 et 250 $. Une partie des revenus du comprador provient des commissions. Alors, on nous indique que le symbole dollar ici indique le piastre, au cours de 10 francs, pour une piastre à partir de 1930. Donc, monnaie qui fluctue en fonction du franc en vigueur. La politique salariale favorise les cadres européens qui bénéficient de certains avantages, comme le paiement des voyages aller-retour en métropole, pour eux et leurs familles, lors des congés. Leur niveau de vie permet d'entretenir quelques employés de maison, une conguet pour s'occuper des enfants, un bep, soit un cuisinier, et ou un boy pour surveiller la maison, entretenir le jardin, faire les courses. Leur vie est plus large qu'en métropole, à qualifications égales, mais leur budget est également plus élevé, car tous les produits nécessaires à l'européen sont plus chers en Indochine. D'autre part, les colons choisissent aussi en majorité d'envoyer leurs enfants poursuivre leurs études en métropole, et cela grève les finances des ménages européens. Ils bénéficient en fait de ce que nous nommons maintenant, hors du contexte colonial, les conditions de l'expatriation, donc d'un statut privilégié que l'on retrouve aujourd'hui dans les grandes sociétés multinationales. La différence de statut et de mode de vie
est donc grande entre les cadres annamites et les cadres européens. L'attitude de la direction à l'égard des Indochinois est d'ailleurs assez ambiguë, car elle cherche d'un côté à attirer et à fixer les meilleurs profils, par une politique salariale qu'elle juge généreuse, et de l'autre, elle continue de préserver les postes à responsabilité aux Français, qui tiennent la tête de la pyramide des salaires, ce qui a pour effet de bloquer les perspectives de progression de cette élite indochinoise formée et qualifiée. La direction remarque en 1927 que, ouvrez les guillemets, les soldes que nous donnons à notre personnel indigène du service comptabilité sont manifestement plus élevés que l'échelle moyenne des soldes de Cochinchine. Plus loin, à la Banque de l'Indochine, il n'y a pas en effet d'indigènes engagés, quelles que soient ses références et ses connaissances, à plus de 75 piastres par mois, et actuellement, les employés les mieux payés ne touchent pas plus de 110 piastres mensuellement, alors que chez nous, nous avons un certain nombre d'employés dont les soldes varient entre 120 à 150 piastres. Fin de citation. Il s'agit bien pour l'entreprise de fixer un personnel vietnamien compétent, de fonder sa réussite sur des critères de recrutement exigeants, qui seront la base de sa compétitivité, mais tout en réservant les choix stratégiques au personnel européen. En outre, les salaires du personnel européen et indigène ne suivent pas la même progression, car le coefficient des augmentations des Européens, jusque-là dans les années 1950, est supérieur à celui des cadres indigènes. Une réflexion consistant à équilibrer ce coefficient d'augmentation des traitements entre Européens et indigènes est évoquée seulement en 1953 par l'un des directeurs de la maison. Enfin, si le personnel dans son ensemble bénéficie d'allocations diverses de la part de Denis Frères, qui viennent arrondir les salaires, le personnel européen profite de gratifications supplémentaires, qui peuvent prendre la forme de prise de participation au capital de la firme, du moins jusque dans les années 1930. Pour le reste de la main-d'œuvre indigène, constituée par les coolies, les soldes à la journée ou au mois sont équivalentes à celles des autres entreprises. Ainsi, les coolies des plantations d'EVA Michelin perçoivent 0,4 piastres par jour avec une ration de riz quotidienne, soit 12 piastres par mois. En 1928, les coolies de la société franco-annamite de textile, spécialisée dans la production de soieries, à Nam Dinh, au Tonkin, perçoivent entre 0,3 et 0,4 piastres par jour, et les femmes, que l'on appelle aussi congais, 0,12 à 0,35 piastres pour des journées de travail d'environ 12 heures. Brocheux, page 134, Brocheux, Emery, page 205 pour les sources. Les cailles ont le statut de contremaître et peuvent avoir la charge d'une équipe de coolies, ce qui explique que leur salaire soit légèrement plus élevé. D'une manière générale, les coolies sont peu protégés par les lois et connaissent la précarité. Quelques changements intervenaient néanmoins avec les répercussions de la crise de 1929, qui se font sentir dans la colonie à partir de 1931, et s'accompagnent d'une recrudescence de la contestation indigène, avec notamment des grèves à la Shell, dans les mines de charbon de Honghae, au Tonkin et à l'arsenal de Saigon, en 1936. Ensuite, la politique menée par le Front populaire implique la mise en place d'un code du travail et de lois sociales en métropole, qui ne sont pas sans incidence. Les coolies obtiennent l'octroi d'un droit syndical et la création d'une inspection du travail en Indochine, ainsi que l'établissement d'un salaire minimum. Le personnel indigène parle de créer un syndicat de travailleurs, et à ce sujet, Denis Frères, comme les autres entreprises françaises de la colonie, voit d'un œil défavorable ces développements, qu'il préférerait tout au moins contrôler. Notamment, la revendication sociale des indigènes est comprise d'abord comme une revendication nationaliste, et cette confusion mutuelle du côté des chefs d'entreprise français, comme du côté des indigènes, empêche l'installation d'un dialogue social. Là encore, le prisme colonial est dommageable à la progression des conditions salariales. Dans ce cas, ce n'est plus la notion de race qui est facteur de fermeture, mais celle de nation. Au sein de Denis Frères, les relations entre salariés et la gestion du personnel dans son ensemble semblent compliquées par la situation coloniale qui crée un cadre rigide et oblige implicitement à l'adoption de comportements codifiés. Aussi, on peut s'interroger sur ce qui fait la cohésion entre les différents groupes de salariés, et se demander comment les conflits internes sont réglés. Grand 2, culture coloniale et culture d'entreprise, mariage ou divorce. Grand A, l'esprit maison, chez Denis Frères d'Indochine. La culture d'entreprise aujourd'hui est perçue comme un facteur de performance lorsqu'elle est bien intégrée par tous les salariés, et qu'elle leur permet de s'identifier à un ensemble de valeurs, de codes et symboliques qui fondent la cohésion du personnel et motivent le dynamisme des affaires. Elle englobe le quotidien des employés et trouve à s'exprimer dans les méthodes de travail, le code vestimentaire aussi bien que dans le langage. Chez Denis Frères, l'esprit maison, forme de culture d'entreprise avant l'heure, vise à garantir une discipline interne stricte propice au développement des affaires,
tout en restant une traduction et une justification de la situation coloniale. Denis Frère cherche à créer un esprit de corps, débouchant implicitement pour les colonisés sur une acculturation plus globale. En 1927, la direction fonde l'association Denisiana Sport, qui se donne pour mission de réunir les employés, quelle que soit leur origine, pour pratiquer des sports collectifs ou individuels après la fermeture des bureaux. Les discussions religieuses et politiques y sont interdites. La participation annuelle est fixée à 10 piastres et chaque membre obtient un maillot rouge et blanc, siglé DS pour Denisia Sport. Un uniforme censé renforcer l'esprit d'équipe et gommer les différences. Pour autant, l'atmosphère des bureaux tend à distinguer davantage le personnel européen du personnel asiatique, et les relations de travail sont marquées par la situation coloniale. Tout d'abord, la direction attend de son personnel européen qu'il montre l'exemple par sa bonne tenue et sa moralité aux employés indigènes, car il ne représente pas seulement l'autorité du chef de la maison, mais aussi par extension celle de la France. Une circulaire au personnel en 1927 rappelle ces derniers à leurs devoirs. Ouvrez les guillemets. Le personnel français ne doit pas non plus oublier qu'il a donné le bon exemple aux employés indiens, anamites ou chinois, s'il veut conserver sur eux l'ascendant et l'autorité indispensables. La direction attache donc la plus grande importance à l'observation de la discipline de bureau et avertit tout le monde dès maintenant qu'à ce sujet, la conduite du personnel entrera comme facteur très important dans les notes de fin d'année et les propositions d'avancement. Fin de citation. Les Européens doivent venir travailler en costume et ne sont autorisés à retirer leur veste qu'une fois le travail commencé, et seulement à l'intérieur des bureaux, quelle que soit la température extérieure. En Indochine, Denis Frère est connu pour son règlement extrêmement strict à l'égard de ses cadres et a une réputation d'austérité, à la différence de la société havraise d'Indochine, ou de la maison du Marais, qui étaient considérées comme plus conviviales et humaines. Ouvrez les guillemets. Vers les années 1930, au vu de la façon dont s'habillent les cadres des maisons de commerce, les anciens négociants des années 1940 étaient en mesure, nous affirmèrent-ils, de dire lesquels travaillaient pour Denis Frère. Fin de citation, Vorapet, page 504 pour la source. En outre, dans les années 1940, le contrat de travail établi entre la société et l'employé européen précise à l'article 11 que M.M. Denis Frère se réserve le droit de résilier le présent contrat à quelque moment que ce soit, sans indemnité. 1. Si l'inconduite, comprenant l'opium, le concubinage, l'ivresse, la brutalité, le jeu, les dettes, etc., l'indiscipline ou l'incapacité notoire du contractant motivait cette mesure. 2. S'il manque, dans les rapports sociaux et particulièrement à l'égard des indigènes, de la correction traditionnelle dans la maison. Fin de citation. Dans la sphère privée, comme au bureau, l'employé européen doit assumer son statut de modèle permanent de la civilisation européenne, selon les principes véhiculés par l'idéologie coloniale. La correction traditionnelle, entre guillemets, à l'égard des employés indigènes, est d'autre part perçue comme indispensable à la bonne marche des services, car, comme le remarque un ancien employé européen, je cite, « Le patron européen ne pouvait asseoir son autorité que s'il avait une bonne compétence, outre le calme et la politesse. Quand un nouveau patron arrivait dans un service, il était généralement testé d'une façon très subtile par l'employé anamite. Celui-ci venait lui demander conseil pour résoudre un problème qui, d'habitude, ne lui posait aucune difficulté. À la manière dont le patron réagissait, sa réputation était faite et le dévouement de ses subordonnés acquis. La plus mauvaise solution aurait été de perdre son calme, de tutoyer l'employé et le renvoyer dans son bureau sans aide. Et pour ce patron, rien n'aurait plus marché correctement dans son service et il aurait été remplacé tôt ou tard. Bonnet, témoignage 2009 pour la source. Ce dernier exemple montre que les exigences étaient connues du personnel indigène, qui pouvait alors, légitimement, s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise pour gérer un conflit. De la même manière que le personnel européen, les cadres vietnamiens sont soumis, dans leur travail comme dans leur vie privée, à des règles strictes. Les entretiens, avec Étienne Denis, qui, lorsqu'il est présent à la colonie, tient à faire lui-même le point avec le personnel indigène, donne lieu à des mises en garde au sujet des dettes contractées ici et là, au sérieux dans le comportement, etc. Une attitude d'exigence rappelant l'autorité patriarcale prévaut ainsi à l'égard de tout le personnel. Par ailleurs, les cadres indo-chinois de la maison imitent le style vestimentaire du personnel européen, entre guillemets, pour se distinguer de leurs concitoyens et se faire reconnaître et respecter par les autres cadres de maisons moins prestigieuses. Fin de citation, Vorapet, page 504. V-O-R-A-P-E-T-H pour le nom. Cette politique finit par porter ses fruits puisque Denis Frère acquiert dans la colonie une réputation de rigueur, de professionnalisme qui sert ses intérêts et d'autre part crée un sentiment d'appartenance et une identification de la part des employés,
qui semble dépasser les rigidités de l'organisation interne. Les codes culturels coloniaux paraissent intériorisés par les acteurs de l'entreprise. Pourtant, il serait maladroit de se fier à cette façade univoque, puisque les sources permettent difficilement de mesurer le degré d'adhésion ou de résistance du personnel à l'égard du discours de la direction. Grand B, adhésion, résistance, hybridation. L'équilibre affiché demeure fragile, puisqu'une certaine prévention subsiste à l'égard des employés vietnamiens dans les bureaux, notamment au sujet des espionnages entre maisons de commerce. Il est demandé ainsi aux Européens de ne jamais rien laisser en évidence qui pourrait être de nature confidentielle. La confiance n'est pas totalement établie, malgré la loyauté exigée de la part de tous les employés. D'autre part, la volonté de la direction de ne recruter que des employés européens modèles, ayant à cœur d'être les promoteurs de la civilisation, jusque dans leurs loisirs, ne trouve pas toujours satisfaction dans la réalité des candidatures, ce qui pose problème au niveau des recrutements. Enfin, cet esprit maison repose essentiellement sur la capacité du personnel européen à incarner l'homme blanc, entre guillemets, idéalisé par le discours colonial, et sur l'acceptation tacite par le personnel asiatique du rapport de domination induit par cette vision. Ces derniers points montrent que la culture d'entreprise, vue comme un ensemble de codes de reconnaissance dont l'assimilation est nécessaire pour faire partie d'un groupe, est ici biaisée par le rapport colonial. Elle vient ici justifier une hiérarchie et des distinctions, et finalement creuse les écarts, là où la politique salariale pouvait faire croire à la promotion possible d'une élite indo-chinoise. Le cas de Denis Frères montre en réalité que les hybridations ne sont que marginales, telles le respect des congés du Nouvel An vietnamien, le Tet, ou encore l'heureuse rencontre entre l'histoire familiale et entrepreneuriale des Denis et la culture asiatique qui reconnaît volontiers l'importance de l'expérience, de la tradition, de la fidélité aux héritages familiaux. En définitive, ce sont les rapports commerciaux avec les Chinois qui offrent le plus d'occasions de compromis, car ils sont vus comme des partenaires indispensables. Denis Frères, comme les autres grandes maisons de commerce et banques européennes, a ainsi adopté ces méthodes de travail à celles de ses compradors chinois, notamment pour l'établissement des contrats. Les Français qui font confiance aux écrits, verba volent, scripta manent, ont dû ainsi admettre la logique commerciale des Chinois, pour lesquels la parole vaut plus que 1000 lingots d'or, et a plus de valeur qu'un contrat écrit. La relation de confiance entre les maisons de commerce et leurs compradores a donc nécessairement été bâtie sur des accommodements naturels, les plus équilibrés possibles. Il apparaît ainsi que, lorsque sont en jeu l'esprit d'entreprise des acteurs et la réalisation de profits, l'esprit colonial peut s'estomper et faire place à des efforts de rapprochement, du moins dans les pratiques professionnelles. L'exemple de Denis Frères en Cochinchine montre combien l'ordre colonial imprègne toute relation entre communautés, codifiant les comportements, hiérarchisant les groupes. La segmentation des parcours professionnels empêche le brassage des compétences ainsi que la promotion d'une élite indo-chinoise au poste de direction. Cependant, la particularité des rapports avec la communauté chinoise montre d'autre part que la logique des affaires peut entraîner des concessions et primer sur le discours colonial, tandis que l'esprit maison le justifie. Ce paradoxe permet aussi de comprendre que les Européens ne maîtrisent pas tous les mécanismes d'une société coloniale, dont ils pensent être l'élite reconnue, voire les modèles. Chapitre 4. La République dans les Antilles françaises et la Guyane, de 1850 à 1950, par Myriam Cothias. Introduction. Quelques mois après le ralliement des 3 vieilles colonies de la France dans l'Atlantique, Robert Étienne Blé était invité à Fort-de-France par Aimé Césaire et déclarait devant une salle comble, je cite, « Les Martiniquais savent qu'esclaves sous la monarchie, ils furent affranchis par la Première République, que les rois chrétiens, Louis XVIII et Charles X, les maintinrent en esclavage et que ce fut la Deuxième République, à savoir Victor Schuyler, lequel ne croyait pas qu'il existât un Dieu, qui les restaura dans leurs conditions naturelles d'hommes libres. Sous la Troisième République, de mémoire ambivalente, les Martiniquais eurent accès aux concours les plus difficiles, l'internat des hôpitaux, l'agrégation, l'école normale supérieure. Parce que le mérite seul y comptait, les Antillais furent agrégés, internes ou normaliens. Pose dans la citation, ici on nous met le sujet, puis l'attente. D'abord, il faudra que la 4ème République offre à tous les Antillais ce qui n'est pour l'instant que le privilège d'une minorité. Puis, il faudra que les seules qualités d'intelligence et de caractère décident de l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur. Fin de citation dans L'idéologie de Vichy contre la pensée française. Tropique numéro 11, mai 1944, Fort-de-France. Le succès remporté par les déclarations de l'écrivain fut immense.
constituer la République en point nodal du récit sur l'histoire de la Martinique et plus largement des Antilles et de la Guyane, ne pouvait que provoquer l'adhésion du public, tant la superposition entre une forme politique, la République, et ses contenus humanistes de liberté et d'égalité était dans toutes les consciences. 2 années plus tard, en 1946, ces évidences, qui auraient pu être discutées, supportaient les demandes de changement du statut de colonie à celui de département. Cette évolution institutionnelle ouvrait une ère paradoxale d'adhésion à l'assimilation politique à la France et, simultanément, de malaise identitaire, qui s'exprimait dans un monde en pleine décolonisation. Ces différentes questions, envisagées dans le long terme, sont l'objet de ce chapitre. 2 points liminaires doivent auparavant être posés. Ils portent sur l'espace géopolitique et institutionnel dans lequel ces questions doivent être envisagées. Le premier concerne les différentes dénominations de la région. Christophe Colomb, lors de son premier voyage à la recherche des Indes, caractérise l'archipel qu'il aborde par le terme d'Antilles, tiré du nom portugais de l'île mythique Antillia, île aux 7 cités. Une autre appellation s'impose dans le même temps, celle d'Indias Occidentales, Indes occidentales ou West Indies. 2 grandes subdivisions l'ordonnent. Les Grandes Antilles, d'une part avec Cuba, Saint-Domingue, composé actuellement d'Haïti et de la République dominicaine, la Jamaïque, Porto Rico, et de l'autre les Petites Antilles, composées de 16 pays, dont la Martinique et la Guadeloupe, placées dans une même région géographique, quoique l'émiettement insulaire ait pu conduire à interroger la pertinence à la consolider comme un ensemble homogène. Ces îles ont été colonisées, depuis le XVe siècle, par tous les pays d'Europe. Par le jeu des rivalités et des guerres européennes, les colonies des Antilles n'ont pas toujours été soumises au même pouvoir colonial, entre le XIVe et le XIXe siècle. Les appartenances ont été stabilisées lors du Second Congrès de Vienne de 1815. À cause de la situation coloniale des sociétés antillaises, chacune de leurs désignations a toujours été complétée par une référence à une souveraineté métropolitaine. Les British West Indies coexistent avec les Antilles néerlandaises ou françaises, formant des sous-ensembles régionaux, dont le plus grand dénominateur commun est l'emploi d'une même langue. Ainsi, dans un usage courant actuel, les West Indies désignent-ils les anciennes colonies britanniques, tandis que le terme d'Antilles inclut la Martinique, la Guadeloupe et parfois Haïti, du fait de l'histoire et de l'utilisation du français comme langue officielle. Dans l'espace francophone, la notion d'Antilles, ou d'Antillais, a construit une identité politique, culturelle et identitaire, en dialogue constant, avec d'un côté la France et de l'autre, depuis les années 1950, la Caraïbe. Le critère de la relation coloniale, malgré les appréciations antagoniques, est à l'origine de l'emploi et du surgissement du terme de Caraïbes pour désigner la région. D'une part, les États-Unis, qui se sont affirmés comme nation constitutivement anticoloniale, ont cherché à contrôler la région qui les entourait. Depuis la doctrine Monroe, et plus particulièrement celle du Big Stick de Theodore Roosevelt, qui l'ont démarqué comme une de leurs zones d'influence, et ont dénommé l'arc antillais ainsi que la partie continentale de la région par le terme de Caribbean, traduit en français par la Caraïbe ou les Caraïbes, comprenant des pays d'Amérique centrale, pays de la côte nord de l'Amérique du Sud et les Guyanes, composées de la Guyane française et du Suriname au sud, plus la Floride au nord. En opposition à ce projet politique d'hégémonie impériale, depuis la Première Guerre mondiale, les intellectuels anglophones de la région, tels que Eric Williams et C.L.R. James, souvent d'obédience communiste, ont revendiqué, eux, le terme de Caraïbes pour insister sur la nécessité de lutter contre la balkanisation de la région en construisant un front uni fondé sur une étroite collaboration entre les divers pays des Caraïbes. Williams, 1975. Ce projet politique était fondé autour d'un événement historique et symbolique, la Révolution de Saint-Domingue, qui, par ses répercussions, établissait l'identité de la région. Williams, 1964, pour la source. La Caraïbe était aussi construite à partir de plusieurs autres mises en cohérence historique qui justifiaient l'alliance des sociétés de la région. La première reposait sur l'occupation des terres de l'arc antillais dans la période antécoloniale par 2 groupes d'Amérindiens issus de la forêt amazonienne, les Arawaks et les Caraïbes. Le nom de ces derniers, vainqueurs des Arawaks, était choisi pour désigner la région. La deuxième unification historique avait été créée par les voyages de Christophe Colomb, qui avait abordé toutes les terres de l'arc des Antilles. La troisième séquence historique fondatrice reposait sur l'expérience de la violence de l'esclavage atlantique racialisé
qui déporta 12 millions de personnes tirées d'Afrique entre le XVe et le XIXe siècle. La volonté politique de construction d'une entité différenciée des États-Unis, comme de l'Europe, passait donc par une nouvelle dénomination, la Caraïbe. Cependant, dans les Antilles françaises et en Guyane, le terme de Caraïbe a été employé tardivement. Aimé Césaire commence à y faire quelques références à partir des années 1960, alors qu'il prône l'autonomie politique par rapport au pouvoir central. Une dizaine d'années plus tard, les mouvements indépendantistes revendiquent la caribéanité, comme référence à des stratégies anti-impérialistes. Depuis une vingtaine d'années, la référence croissante à la Caraïbe par les acteurs politiques et culturels de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique marque le souci de construire une identité régionale propre, unie par la culture. Ainsi, l'utilisation du terme d'Antilles s'inscrit-il dans la relation duale antillano-guyanaise française, alors que celui de Caraïbes se réfère et revendique une entité politique et culturelle globale, au-delà des insularités, s'inscrivant dans la mondialisation des échanges et des migrations. Le deuxième point touche aux modalités de gestion politique des Antilles par l'État français, et à leur inscription dans l'Empire. En effet, à la suite du Bureau des colonies, rattaché au secrétariat d'État à la marine, fondé par Richelieu en 1710, et créé en 1894, seulement, un ministère des colonies qui les englobe. À cette époque, la Troisième République entend marquer son engagement dans une politique étatique dont la colonisation est un élément important. Un ministère lui est consacré, à l'exception de l'Algérie, où 3 départements sont administrés par le ministère de l'Intérieur. L'empire colonial de la fin du XIXe siècle conserve de la première vague de colonisation. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les 4 communes du Sénégal, ainsi que 5 comptoirs en Inde, Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagor. Mais aussi l'Algérie. Mayotte, conquise entre 1841 et 1843, Wallis et Futuna, 1842 à 1887, la Polynésie française, 1842 à 1900, la Nouvelle-Calédonie, 1853 à 1860, ont été entre-temps ajoutées à la liste des colonies françaises. Pourtant, c'est l'expansion des possessions françaises en Afrique et en Indochine qui marque, de façon concrète, le deuxième empire colonial de la France. Ce n'est qu'après-guerre, en 1946, que la 4ème République, pour souligner le rôle important de l'Empire dans la guerre et dans la défense des intérêts républicains, crée un ministère de la France d'outre-mer. Il perdure jusqu'en 1958, au moment des décolonisations, et devient par la suite, en 1959, le ministère de l'Outre-mer. Grand 1. Liberté. La République et l'abolition de l'esclavage. Une équivalence continue a été établie au sein de la population des Antilles françaises entre les termes de république et de liberté, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle s'appuie sur 2 moments historiques où l'État colonial, sous l'effet d'un changement de régime politique, de la royauté ou de l'Empire à la République, à la faveur de révolutions dans les colonies ou dans la métropole, abolit l'esclavage. L'émancipation des esclaves, traduite en termes de liberté, est décrétée par 2 fois par la République française. La première fois entre 1791 et 1794, la seconde fois en 1848. La réversibilité du statut de libre à celui d'esclave, démontrée par la réinstauration de l'esclavage par Bonaparte en 1802, n'a pas conduit à questionner la relation coloniale entre la France et les Antilles, mais à discréditer tout régime politique autre que républicain. La République, bien que coloniale, c'est-à-dire productrice de statuts personnels différenciés, n'était d'autant pas remise en question en 1794 et a fortiori en 1848 que l'esclavage condamné par le droit naturel, comme une faute morale envers l'humanité, a justifié l'attribution d'une citoyenneté pleine et entière à tous les anciens esclaves. Grand A. La première république dans les colonies françaises de l'Atlantique. La première abolition de l'esclavage par la France s'inscrit entre des révoltes coloniales et des revendications de la métropole, dans un jeu de forces et de principes politiques autour de l'esclavage. Les sociétés du domaine français aux Antilles sont esclavagistes et comprennent, à la fin du XVIIIe siècle, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. La Guyane s'y ajoute, quoique marginale, dans la production du sucre, principale production coloniale de la région. Dans cet ensemble, en 1791, Saint-Domingue est le point le plus florissant et prospère du globe, entre guillemets. James 1949-1983 pour les sources. Après une expansion économique accomplie en 17 années, la colonie fournit à la France 79% de la production sucrière de canne et la plus grande part de celle du café. Alors que la Révolution, en France, permet aux « libres de couleur » entre guillemets, les affranchis, dont beaucoup ont une position économique de valeur, de revendiquer l'égalité des droits avec les Blancs. Dans la nuit du 21 au 22 août 1791,
les esclaves de Saint-Domingue, 89% de la population, se soulèvent contre les colons français. La Révolution, organisée par Toussaint Louverture, s'étend rapidement à l'île entière et conduit Sonthonax, commissaire civil de la République, à déclarer le 29 août 1793 dans le Nord, afin de garantir la production de sucre et la souveraineté française, l'abolition de l'esclavage. Sonthonax déclare alors aux anciens esclaves « La République vous adopte au nombre de ses enfants ». Fin de citation. La mesure s'étend ensuite le 21 septembre dans l'Ouest et le 21 octobre dans le Sud. Le 4 février 1794, 16 pluviose de l'an 2, en calendrier révolutionnaire, en écho, la Convention abolit pour la première fois l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises. Une seule y échappe, la Martinique, que les colons livrent à la Grande-Bretagne, tandis que la Guadeloupe devient une forteresse républicaine sous Victor Hugues. Nous dit-on dans Burton, 1994-24. Grand B, la Deuxième République et l'émancipation générale définitive dans les Antilles françaises et en Guyane. La République est ébranlée par celui-là même qui la dirige. Élaborant un plan de reconstruction d'un grand domaine colonial américain, Bonaparte prend plusieurs décisions qui racialisent la République. En 1799, il impose que le régime des colonies soit déterminé par des lois spéciales et non plus considéré comme des parties intégrantes, des départements de la République, comme le prévoyait la Constitution de l'an 2. Et le 16 juillet 1802, en contradiction avec le premier décret d'abolition de l'esclavage que, entre guillemets, seuls les Blancs sont indigènes de la nation française, fermez les guillemets, et qu'ils sont les seuls à pouvoir porter le titre de, entre guillemets, citoyens. La République s'affirmait coloniale et devenait esclavagiste. Le 20 mai 1802, la réimposition intégrale de l'esclavage est décrétée sur des populations affranchies et réactives. En Guadeloupe, Louis Delgrès se suicide avec sa troupe. Le 28 mai 1802, tandis qu'à Saint-Domingue, les anciens esclaves se soulevèrent contre l'expédition Leclerc. L'indépendance de la colonie est proclamée par Jean-Jacques Dessalines le 1er janvier 1804 et Haïti devient la première république noire du monde. Ce n'est pas seulement le domaine colonial français qui se disloquait, c'était aussi une crise de la pensée sur le droit naturel qui se renforçait, à la suite des premières critiques reformulées par Diderot et l'abbé Raynal, au nom d'une conception universaliste de l'humanité et de la justice sociale due aux Africains réduits à l'esclavage. Une pensée abolitionniste se développe à partir de l'Angleterre et des États-Unis, puis à partir de 1788 en France, avec la Société des Amis des Noirs. Si au XVIIIe siècle, l'abolitionnisme se conçoit plus dans un ensemble national et porte principalement sur l'abolition de la traite, après le soulèvement des esclaves de Saint-Domingue en 1791 et l'indépendance de la colonie française en 1804, le cadre change. L'Angleterre, qui promulgue en même temps que les États-Unis l'abolition de la traite, cherche à l'imposer par des traités internationaux comme le traité de Vienne de 1815. Ce n'est que dans les années 1830 que des réseaux transnationaux s'organisent autour de l'abolition de l'esclavage, d'abord transatlantiques, puis mondiaux. L'Angleterre vote une abolition progressive en 1833, et la France une abolition immédiate de tous les esclaves des colonies françaises en 1848. Cependant, les connexions poussant à l'abolition n'ont pas été seulement celles des États, de sociétés organisées ou d'églises chrétiennes. La circulation et la diffusion des idées s'est faite en effet sur une base religieuse, d'abord protestante, ensuite catholique. Les sujets principaux, les esclaves, ont été aussi les acteurs de cette pression internationale, exercée sur les États occidentaux dès le XVIIIe siècle. Celle-ci est renforcée par l'exemple d'Haïti, dont le monde atlantique, pour le moins, a bonne connaissance. La liberté devient un horizon d'attente partagée. Les révoltes d'esclaves, les revendications d'émancipation ou de propriété sur la terre se sont ainsi répandues de colonie en colonie, se faisant les échos les unes des autres, secouant les empires coloniaux européens, en ignorant les souverainetés politiques. Ces idées circulaient avec les esclaves, les libres de couleur ou les simples voyageurs qui traversaient ces espaces coloniaux. Ils mettaient en relation la Jamaïque avec les États-Unis, la Martinique avec la Louisiane, par exemple, ou suivaient des itinéraires multiples qui constituèrent finalement un imaginaire politique chez les esclaves, centré sur l'abolition de l'esclavage. Dans ce jeu de multiples tensions, la deuxième abolition de l'esclavage par la France se déroule dans le cadre particulier constitué par la Révolution de février 1848 et par réinstauration de la République le 24 février 1848. Sur le plan national, le gouvernement provisoire décide, sur la demande de Victor Schoeller, pour qui la défense des esclaves est un combat politique et moral depuis les années 1830, l'abolition immédiate de l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises. Le décret
prêt le 27 avril, prévoit une application effective le 10 août afin de préserver la récolte de canne à sucre. Sur le plan local, l'attente de l'abolition de l'esclavage conduit au soulèvement des esclaves de la Martinique et provoque une promulgation anticipée du décret d'émancipation le 23 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe. 87 752 personnes de la Guadeloupe, 68% de la population totale, 19 375 de la Guyane et 72 859 de la Martinique, soit 60%, accèdent à la liberté. La République, présentée comme unique agent de la transformation politique, rompt avec le passé en fondant un nouveau contrat social fondé sur la liberté. Le drapeau français est présenté aux nouveaux affranchis qui le saluent au cri de « Vive la liberté, vive la République ». L'accolade entre blancs et noirs redevient, comme elle l'était pendant la Révolution française, l'image de la symbiose avec la mère patrie républicaine. Grand 2, la République des principes, 1848 à 1946. Selon les principes du droit naturel développés par les abolitionnistes, l'émancipation des esclaves était, entre guillemets, un grand acte de réparation d'un crime de lèse-humanité, ainsi qu'une grande dette de la France à l'humanité. L'affirmation du lien social était caractérisée en 1848, dans les colonies des Antilles et de la Guyane, par les concepts de fusion sociale, de réconciliation et d'oubli du passé et de régénération sociale. En 1946, au nom de l'histoire, l'assimilation politique à la mère patrie par la loi de départementalisation est revendiquée par les députés des Antilles et de la Guyane comme un grand mouvement réparateur, entre guillemets. Grand A, citoyenneté, nationalité et non. La question de la citoyenneté et celle de la nationalité sont de celles qui singularisent le plus les vieilles colonies, esclavagistes dans l'Empire français. Jusqu'à la loi de 1831, la question raciale avait conditionné la citoyenneté des affranchis. La distinction qui se généralise à la fin du XIXe siècle entre citoyenneté et nationalité a été effective pour les gens de couleur libre dès le développement des colonies. Quoique français, la ligne de démarcation entre classe blanche et affranchis leur donnait une place de citoyen passif, placé sous la tutelle explicite des colons. Ce n'est que le 1er avril 1831 qu'un arrêté du gouverneur de la Martinique abroge diverses ordonnances prohibitives concernant les gens de couleur libre. Par la loi de 1833, ils retrouvent le droit d'exercer la médecine et la chirurgie, de déclarer la naissance de leurs enfants et de se marier hors de la tutelle des notables blancs, de ne plus être dénommés gens de couleur, ni même que leur couleur soit consignée dans les actes administratifs. Ils peuvent aussi entrer sur le territoire français. Leur citoyenneté était affermie par cette loi qui prépare celle de 1848. La justice politique sous-tendait la pensée philosophique des hommes politiques de la Seconde République. Elle comprenait des droits de citoyenneté, entre guillemets, dont le suffrage universel masculin était le fait le plus remarquable dans l'espace colonial de la Caraïbe, et avait pour préalable l'effacement des traces serviles marquant l'identité juridique et sociale de plus de la moitié de la population. À tous les affranchis et à tous ceux qui étaient nés dans les colonies françaises, ou qui y résidaient depuis 6 ans, il est attribué la citoyenneté française. Les anciens esclaves deviennent des citoyens français. L'égalité de statut est ainsi garantie à tous les originaires des Antilles et de la Guyane, alors que dans le même temps, le statut de sujet français puis d'indigène sous la Troisième République s'élabore et que nationalité et citoyenneté sont disjointes de l'Empire français. On peut souligner aussi que l'attribution de la nationalité aux Bonnies de Guyane, groupe d'anciens esclaves marrons, ayant fui les plantations et installés sur les rivières du fleuve du Saint-Laurent du Maroni, a été utilisée comme moyen de pacification et de contrôle de ces populations. Si dans les Antilles françaises, la République française ne chercha à aucun moment à revenir sur cette égalité, en revanche, à l'intérieur des sociétés, les revendications de hiérarchie sociale se justifiaient par l'antériorité de la nationalité. Les Békés de la Martinique, descendants des anciens colons, se réclament d'une nationalité authentique, contre une nationalité octroyée par décret. Le second marqueur, modifié par l'émancipation, concerne la dénomination des nouveaux affranchis. Alors que l'esclave ne portait qu'un prénom, affranchi, l'individualité par collation de noms patronymes est affirmée comme base du nouveau contrat social posé par la Seconde République. Le patronyme entre guillemets doit faire disparaître, on cite, toute trace fâcheuse de l'esclavage. Dans un long processus d'attribution de noms qui s'achève en 1859, la quasi-totalité de la population des Antilles se voit attribuer un patronyme officiel. Grand B, assimilation et droit.
La définition politique de l'assimilation s'enracine dans le débat colonial de la période de la Révolution française et a été en constante négociation avec la métropole et les colonies antillaises. La notion y était comprise différemment. Pour la métropole, il s'agissait, dans les intégrations politiques des colonies au territoire français, pour les colonies, l'assimilation a toujours été comprise comme une mise à égalité des droits politiques et sociaux déracialisés, sur le plan local et national. Au sein des colonies antillaises et de la Guyane, l'enjeu juridique portait précisément sur la déracialisation du droit, abrogation de toutes les lois discriminantes et apparition du Code civil sous la forme de 1831, c'est-à-dire expurgé des amendements introduits en 1805 par Napoléon, qui avaient alors entériné la ligne de démarcation juridique entre classe blanche, affranchise et esclaves, et qui interdisait l'héritage entre blancs et affranchis. Du fait de l'expérience de l'esclavage et de l'ancienneté de la colonisation, une niche spécifique est créée pour les Antilles et la Guyane, tout comme la Réunion. Sous la Troisième République, alors que la race est introduite dans le droit républicain et qu'elle conditionne le statut personnel, selon Saada pour la source, elle disparaît des textes consacrés aux Antilles. En effet, l'assimilation, notion centrale de la République, a des définitions différentes selon les colonies. Chaque entité coloniale est soumise à une assimilation particulière en fonction de l'ancienneté de sa participation à l'histoire nationale, de sa maturité sociale supposée et, partant des attributions et des tâches que la métropole lui réservait. C'est une assimilation fonctionnaliste qui a été mise en place selon les capacités et les qualités de civilisation reconnues par l'État colonial. Malgré la position exceptionnelle des vieilles colonies et en dépit d'acquis fondamentaux garantis, leur statut législatif a varié. La Constitution du 4 novembre 1848 les déclare territoires français, tandis que celle de janvier 1852 leur impose un statut d'exception en leur enlevant leur représentation parlementaire et en les régissant par senatus consulte. La représentation coloniale à l'Assemblée nationale est rétablie en 1871, mais c'est le gouvernement qui, par décret, étend aux colonies le bénéfice des lois métropolitaines. Après 1880, ces dispositions sont de nouveau modifiées et il est intitulé que les lois sont uniquement promulguées dans les colonies sur mention expresse. Les lois de la métropole n'étaient donc pas applicables de plein droit aux colonies des Antilles et de la Guyane, et ce, malgré la loi du 19 mars 1946 sur le classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française. Grand C vers la départementalisation. La loi de départementalisation, portée au Parlement par les partis de gauche, s'inscrit à la fois dans la longue durée de l'histoire des sociétés esclavagistes racialisées de l'Atlantique français et dans une période historique plus circonscrite, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. Elle touche aussi aux reconfigurations et aux enjeux des puissances impériales dans les colonies. L'assimilation politique, évoquée depuis la fin du XVIIIe siècle, devient le credo généralisé des forces politiques à partir des années 1870 pour assurer l'ordre, la conciliation et le progrès, entre guillemets. Ces projets locaux se concrétisent concrètement par la participation à la guerre de 1914-1918 dans les troupes françaises de 15 000 Martiniquais et 10 000 Guadeloupéens. Ils versent ce qui a été appelé l'impôt du sang, entre guillemets. Dès 1919, le projet des États-Unis de demander à la France de leur céder certaines de ses colonies, notamment celles situées dans l'Atlantique, afin de combler les dettes contractées pendant la guerre, provoque des manifestations. Une ligue pour la défense de la nationalité française, entre guillemets, est créée en Martinique. Elle interpelle directement le président Wilson sur la base du droit international des peuples à disposer d'eux-mêmes. Andrew von Milton, 2005. Lors du deuxième conflit mondial, les enjeux et tensions se sont présentés différemment, surtout à partir de l'armistice et de l'entrée en guerre des États-Unis. Comme l'écrivait C.H.R. Agueron, l'Empire était la dernière carte de la France. D'une part, parce que l'Empire, épargné par les Allemands et les Italiens, justifiait l'armistice, et de l'autre, parce que l'Empire constituait aux yeux de ces derniers un capital qu'il pourrait éventuellement capter. J.P. Azéma pour la source. La propagande impériale atteint son apogée en France, instauration d'une quinzaine impériale en 1941 et 1942, tandis que les Américains, dans la zone de la Caraïbe et de l'Amérique latine, créent une zone de sécurité au large de leurs côtes incluant la Martinique et la Guadeloupe, à la conférence de Panama, avec possibilité d'intervention en cas de menace sur la souveraineté des îles, conférence de la Havane en juillet 1940. La présence américaine se manifeste à la fois par la pression maintenue sur les Antilles, avec des visites régulières de représentants politiques américains, dont le président Franklin Roosevelt, qui s'arrête dans les eaux territoriales de la Martinique, et par des aides payantes au ravitaillement, avec le Brésil, Saint-Domingue et l'Afrique du Nord.
et ce jusqu'au blocus de mars 1943. En 1941, l'amiral Robert se rallie à Pétain. Arrivé 2 années auparavant, le 14 septembre 1939, il est haut-commissaire de la République et commandant du 4e théâtre d'opération de l'Atlantique Ouest. Sous le mot d'ordre de défense de la patrie, 2000 réservistes et appelés sont envoyés en France. En Guadeloupe, le gouverneur Saurin arrive en avril 1940. C'est à partir de la consolidation du régime vichiste, dit de la Révolution nationale, que les lignes d'opposition se stabilisent. Les structures de l'État républicain sont liquidées, les parlementaires mis en congé définitif, le Conseil général supprimé, ses pouvoirs uniquement exercés par le gouverneur. Les maires sont également nommés par lui. En 1942, un conseil local de 25 membres nommés sur proposition du gouverneur est institué. Il comprend une large majorité de béquets. Les partis politiques et syndicats sont dissous et interdits. Tous les rouages administratifs sont contrôlés, tandis que la majorité de la population vit dans des conditions précaires et difficiles. La pénurie est quasiment complète. L'Église devient la caution morale de Vichy. Dans la population, le mécontentement grandit, après un soutien fort accordé auparavant à la mère patrie occupée par les Allemands. Il structure 2 formes d'opposition. D'un côté, un réseau de dissidence se met en place, vers les îles anglaises, Sainte-Lucie et la Dominique. Ils sont acheminés aux États-Unis, équipés, entraînés au Fort Dee, puis dirigés vers l'Angleterre et l'Afrique du Nord. En octobre 1942, 4500 volontaires, 4000 Antillais et 500 militaires français partent, mais beaucoup de volontaires ne sont pas retenus. De l'autre, les manifestations éclatent en Guadeloupe et en Martinique, de la part de civils, mais aussi de militaires de l'armée de terre, en juin 1943. Le 15 juillet 1943, la Guadeloupe se rallie, tandis que l'amiral Robert et le gouverneur Saurin quittent les colonies pour Porto Rico. Ils auront un procès après la libération. La légalité républicaine est tout de suite rétablie et le ralliement se fait au cri de « Vive de Gaulle, vive la République ». La guerre favorise une percée fulgurante du Parti communiste, avec Léopold Bissol comme secrétaire fédéral des Antilles. Peu à peu, les syndicats se reconstituent, et en juin 1944, les femmes communistes créent l'Union des femmes martiniquaises en coopération avec des femmes démocrates. L'organisation politique du pays se structure autour du discours républicain. Le 21 juillet 1944, le Parti communiste organise un hommage à Victor Schœller en présence de 2000 personnes. C'est dans un contexte économique difficile et dans un climat social mouvementé où les grèves se succèdent autour de revendications salariales que les élections de 1945 se déroulent. Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France en septembre 1945, porté par la nouvelle fédération de la Martinique du Parti communiste français. Paul Valentino à Pointe-à-Pitre, membre de la SFIO, et Chlore Constant à Cayenne. Le mandat principal des députés des vieilles colonies, élus en octobre 1945, de la Guadeloupe, Eugénie Eboué, de la Guyane, Gaston Monerville, de la Martinique, Léopold Bissol et Aimé Césaire, rapporteurs de la loi, est de faire aboutir la transformation des vieilles colonies en départements français. Les arguments en défense de la loi sont les suivants. À l'heure où l'existence des empires coloniaux est contestée, la demande d'assimilation constitue un hommage rendu à la France et à son génie. Tous les régimes autoritaires de la France ont pratiqué la politique coloniale d'exception et de discrimination. Par contre, les régimes républicains ont affirmé la doctrine de l'intégration. Fin de citation. Toute la position des socialistes se résumait ainsi. Par assimilation à la France, nous avons voulu bénéficier d'une considération plus élevée car, bien que l'on appelât citoyens, bien que les lois politiques de démocratie nous fussent appliquées, nous sentions bien que les mœurs nous tenaient en suspicion. Bref, nous voulions, en socialistes, arriver par l'assimilation à consacrer l'égalité absolue des hommes, et singulièrement l'abolition du préjugé colonial. Fin de citation. L'assimilation était conforme aux vœux des populations. La loi est votée à l'unanimité. Elle donne au gouvernement un délai de 9 mois pour appliquer les lois et décrets déjà en vigueur en France, tandis que les lois nouvelles sont applicables sur mention expresse insérée au texte. Tous les 2 aspects, l'application de la loi fut très partielle. La loi de sécurité sociale, votée le 4 octobre 1944, par exemple, est très inégalement et partiellement appliquée. Un peu moins de la moitié des prestations devant revenir aux individus est versée dans un fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire, FASSO, pour la construction des infrastructures manquantes dans les Antilles, comme les crèches et les dispensaires de santé.
Le préfet Trouillet est le premier préfet, en Martinique, à remplacer le gouverneur dans une période faite de revendications salariales demandées à une classe patronale peu incline à appliquer les textes officiels. Il demande, par exemple, à ce que la loi sur la sécurité sociale ne soit pas appliquée, ou seulement marginalement, aux Antilles et en Guyane. Le 4 mars 1948 se déroule l'affaire Chalvet. Les coupeurs de canne, demandant l'application des conventions, sont réprimés et certains tués par la gendarmerie. En septembre 1948, c'est l'affaire des 16 de Basse-Pointe, qui sont accusés du meurtre d'un béquet et d'outrage aux forces de l'ordre. En mars 1951, c'est la fusillade de la Chassin. En Guadeloupe, Guyane et Martinique, sur le principe de l'égalité avec les métropolitains, en mars 1950, la grève des fonctionnaires pendant 33 jours. Elle débouche sur la loi du 3 avril 1950, qui n'est pas appliquée et provoque une nouvelle grève en 1953. L'égalité était de toutes parts réclamée, et dans tous les domaines, car elle tardait à venir. Grand 3, la République des pratiques. Grand A, race et identité. La République, assimilée à la mère patrie, avait éradiqué, dans le principe, la question de la race. Le préjugé de civilisation entre guillemets demeurait pourtant dans les pratiques. La question pouvait être circonscrite à un rapport conflictuel avec les béquets des Antilles, inscrits dans la longue histoire de l'esclavage, car ces derniers demeuraient propriétaires des principaux leviers économiques et maintenaient sous leur dépendance les ouvriers des Antilles. Mais à cela s'ajoutait une nouvelle donne, sur le sol de la mère patrie. La Seconde Guerre mondiale avait opéré un changement radical. Vichy avait exercé des mesures discriminatoires contre les Juifs, les Arabes et les hommes de couleur, provoquant une protestation de Gaston Monnerville. Des affiches dans les gares précisent que l'interdiction s'étendait aux Noirs, aux Martiniquais, aux Indochinois. Le racisme qui s'affiche dans la métropole est aussi expérimenté dans les colonies antillaises et en Guyane. Selon Frantz Fanon, les préjugés raciaux s'étaient métamorphosés en racisme, en authentique racisme, sous l'amiral Robert et le gouverneur Saurin, dans les colonies avec des mœurs vexatoires, exercée par les marins sur les populations et une distribution des ressources alimentaires selon une grille raciale. Frantz Fanon résume ainsi le changement qui s'opère après-guerre. Ouvrez les guillemets. Ainsi donc l'Antillais, après 1945, a changé ses valeurs. Alors qu'avant 1939, il avait les yeux fixés sur l'Europe blanche, alors que pour lui, le bien était l'évasion hors de sa couleur. Il se découvre en 1945 non seulement un noir, mais un nègre, et c'est vers la lointaine Afrique qu'il lancera désormais ses pseudopodes. À partir de 1945, l'Antillais en France rappellera à tout instant qu'il est un nègre. Fanon, 1964-34 pour la source. Quelque temps après le vote de la loi de départementalisation, Césaire dégage aussi une nouvelle identité pour l'Antillais en rappelant que l'assimilation ne peut pas être totale. Je cite: « La Martinique n'est ni la Provence ni la Bretagne. Nous héritons, certes, de l'Occident, mais aussi des peuplades africaines. Nous avons certaines traditions, une originalité propre à garder et à défendre. C'est à nous qu'il revient de réhabiliter l'homme de couleur dans un monde anémié par les théories racistes et hanté encore par le fantôme d'Hitler. » Fermez les guillemets. Il s'agit pour Frantz Fanon d'inscrire dans l'universalisme un sujet racialisé, le sujet noir victime de racisme, tandis que pour Césaire, ainsi que Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Louis Gontran Damas de la Guyane. C'est la négritude, l'identité noire, qui permet d'atteindre à l'universel et de construire un nouvel humanisme. Pour Césaire, si la République donne le cadre institutionnel dans lequel les Antilles s'inscrivent, par lien historique et par nécessité économique, très rapidement, il prend ses distances avec la France, entre guillemets, comme entité culturelle référentielle. Grand B, résistance intellectuelle et culture. Quelques prémices avaient été posées dès la guerre par la résistance intellectuelle, la dissidence intellectuelle entre guillemets, qui s'élabore autour de la revue Tropique, dès avril 1941, qui joue un rôle dans la prise de conscience de la jeune génération. Elle est interdite le 10 mai 1943 par le chef de la censure, car elle est considérée comme une revue révolutionnaire, raciale, sectaire, qui empoisonne les esprits, sème la haine et ruine la morale. Cette revue fait suite à Légitime Défense, qui paraît dès 1933, et à L'étudiant noir de Senghor et Damas en 1934. De la Seconde Guerre mondiale, à cause de l'expérimentation du racisme, de la circulation et du partage des expériences coloniales, par l'importance avérée de l'Empire au secours de la métropole, résulta l'émergence des mouvements anticolonialistes et la structuration d'un sujet noir fort. Dans l'immédiate après-guerre,
s'affirmait donc une identité noire qui s'enracinait dans la dénonciation de la colonisation et la lutte contre le racisme et la ségrégation. Bien qu'ayant inscrit la Martinique dans le cadre politique de la République, Aimé Césaire n'a eu de cesse de dénoncer par la suite l'élaboration et la survie de l'esprit colonial de la Troisième République, notamment dans un essai virulent qui paraît en 1950 intitulé « Discours sur le colonialisme ». Il y souligne en particulier les impensés ratios du discours républicain. 2 années plus tard, l'un de ses anciens élèves, Frantz Fanon, publie « Peau noire, masque blanc », première étude soutenue de la discrimination raciale. Conclusion, la décolonisation paradoxale. Ces différentes critiques, partagées dans les Antilles et en Guyane, restèrent l'apanage des élites intellectuelles pendant très longtemps, sans que ne soit posée la situation coloniale des Antilles. Pour la majorité de la population, il n'était guère concevable que la République puisse être associée au fait colonial, car elle était présumée dotée, par nature, des vertus démocratiques. Ce qui était réclamé, c'était plus que la République, toute la République, rien que la République. Citation de Blérald, 1988-80. C'est par la question identitaire et par le maintien de l'altérité des Antillais et Guyanais au sein de l'ensemble national que la question de la relation à la France est posée et que les revendications envers la République voient le jour. Non pas pour construire une indépendance ni une autonomie hors des cadres nationaux, mais pour la forcer à donner un contenu plein et entier à la devise de liberté, égalité, fraternité, tout en dégageant une identité spécifique d'Antillais et de Guyanais.